What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Raw du 1er février 2020, le Raw post Royal Rumble. Vous êtes prêts? Perso chaud. Bon, est-ce que vous avez aimé ce Raw post Royal Rumble? Bah, moi personnellement, j'ai très bien aimé. Parce que voilà, pour moi personnellement, le Raw post Royal Rumble, c'est le deuxième Raw le plus important de l'année après le Raw post WrestleMania. Parce que tout simplement, on a beaucoup d'interrogations. Parce que voilà, on a eu des débuts au Royal Rumble. Donc, est-ce que ça va continuer? On a eu des retours. Donc, est-ce que ces retours sont juste des retours pour le Royal Rumble ou les retours auront lieu par la suite? Et autre interrogation qu'on pose, c'est le choix du vainqueur du Royal Rumble. Est-ce que le vainqueur va choisir le champion de la WWE ce soir ou va choisir plus tard le champion universel, ou tout simplement il va pas prendre sa décision maintenant et il va attendre le dernier moment pour prendre sa décision? On va voir ça ensemble. Donc on commence ce show par notre champion de la WWE, Drew McIntyre, qui est content et qui nous annonce que la route vers WrestleMania est officiellement ouverte. Et donc, Drew McIntyre nous rappelle les faits du Royal Rumble. Donc déjà, lui qui a battu Goldberg, qui a gagné le respect de Goldberg et que Goldberg a gagné son respect. Il va parler aussi du Last Man Standing match entre Roman Reigns et Kevin Owens pour le titre universel qui s'est soldé par une victoire de Roman Reigns. Il va parler de la victoire de Bianca Belair à WrestleMania. Donc pour avoir plus de détails, je vous laisse vous diriger vers ma review. Et il dit tout simplement voilà que c'est incroyable, qu'elle mérite. Et au moment où il va parler du vainqueur du Royal Rumble match masculin, on a la musique du vainqueur. On a la musique de Edge qui arrive. Et Edge confronte Drew McIntyre. Et on pense que Edge va choisir Drew McIntyre pour WrestleMania. Mais en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, Edge ne comprend pas l'attitude de Drew McIntyre. Parce que il comprend pas pourquoi Drew McIntyre le complimente alors qu'il devrait, à l'inverse, le défoncer. Parce que comme dit Edge, il représente une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Drew McIntyre. Parce que Edge peut choisir à tout moment Drew McIntyre pour WrestleMania. Et Drew McIntyre explique, mais moi je suis pas champion comme ça. Tu veux que je sois un champion? Oui, mais je suis un champion babyface. Mais voilà. Donc Edge est content, voilà, il a gagné Rumble, il est content par rapport à McIntyre, et il dit voilà que il prend pas sa décision, voilà que c'est un opportuniste, mais quand il prendra sa décision, Drew McIntyre sera au courant. Et là d'un coup, on a la musique de Sheamus. Sheamus, le meilleur ami de Drew McIntyre, qui confond Edge et qui commence à descendre Edge, et là d'un coup Drew McIntyre dit à Sheamus calme-toi, je gère la situation. Et là, Edge lance un ultime avertissement à Drew McIntyre en disant que peu importe qui il va affronter à WrestleMania, parce que pour info, Edge a le choix entre 3 champions, donc effectivement le champion de la WWE Drew McIntyre, le champion universel Roman Reigns, mais aussi le champion NXT Finn Balor. Bien sûr, Finn Balor, c'est peu probable, mais Edge peut choisir entre les deux. Et il dit que peu importe son choix, il repartira à WrestleMania avec le titre de champion du monde. Et donc à un moment donné, quand Edge repart du ring et remonte la rampe, nous avons Sheamus qui porte un violent dropkick à Drew McIntyre. Donc ça y est, nous avons le hit turn de Sheamus sur Drew McIntyre, le fameux hit turn qu'on attendait depuis un bon moment. Et donc un peu plus tard en coulisses, Sheamus explique sa décision, pourquoi il a décidé de brock-kicker Drew McIntyre. C'est qu'il explique que tout simplement, il est pas ami de Drew McIntyre, et lui, il a qu'une seule chose qui l'anime, c'est le titre de la WWE, parce que WrestleMania arrive à grands pas. Et aller à WrestleMania en tant que champion, c'est tout simplement génial. Et là, un peu plus tard dans la soirée, on a Drew McIntyre, qui est interviewé, et tout simplement, il comprend pas la réaction de Sheamus. De voir qu'ils sont amis depuis plus de 20 ans, qu'ils ont passé un nombre incalculable de Noël ensemble, et qu'au final, juste l'envie d'être champion prend le dessus. Et donc au final, Drew McIntyre dit que si Sheamus veut la bagarre, il y aura. Donc on se dirige
probablement pour Elimination Chamber, parce que ça a été confirmé par la WWE. Le prochain pay-per-view de la WWE sera Elimination Chamber, qui se tiendra autour de mi-février, fin février. Et donc, je pense que pour construire Drew McIntyre pour WrestleMania, faut déjà lui faire passer des matchs à Fastlane et aussi Elimination Chamber. Car je vous rappelle, Drew McIntyre n'est pas Brock Lesnar. Donc lui, il n'a pas besoin de gagner un match au Royal Rumble pour aller à WrestleMania. Lui, il va faire les autres payages. Et donc, un des premiers payages qu'on pourrait avoir, c'est Sheamus contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Et franchement, c'est génial. Et voir Edge qui commence à titiller déjà d'abord Drew McIntyre. Je pense que personnellement, Edge va ramener ses fesses à SmackDown pour rapper à Roman Reigns qui a gagné Rumble. Donc il peut à tout moment aussi choisir Roman Reigns. Et donc je pense que Edge, en opportuniste qui est, il va titiller un petit peu les champions au fur et à mesure. Et pourquoi pas faire comme quand il a gagné Rumble en 2010, attendre vraiment le tout dernier moment que les champions soient confirmés pour WrestleMania pour aller y taper. Donc je pense que personnellement, si Edge prend sa décision, ce sera au lendemain d'Elimination Chamber, comme il a fait en 2010, après confirmation des champions, pour qu'on aille vraiment les matchs officialisés. Et là, on passe au premier match de la soirée, Riddle contre Bobby Lashley pour le titre de champion des États-Unis. Mais avant de commencer le match, petit kick-off sur pourquoi on a ce match. C'est parce que tout simplement, la semaine dernière, Riddle faisait face à MVP, Shelton Benjamin et Cedric Alexander dans un gauntlet match. Et si Riddle remportait le match, il allait affronter Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Et donc, nous avons donc ce match. Et le match, il a pas duré longtemps. Ça s'est soldé donc par une disqualification de Bobby Lashley. Parce que il a tout simplement attrapé Riddle dans sa Foot Netson. Sauf que le problème, c'est que Riddle était dans les cordes. Selon les règles, quand tu subis une prise de soumission et que tu as une partie du corps qui touche les cordes, tu es dans l'obligation de lâcher la prise. Car si l'arbitre compte jusqu'à 5, tu es automatiquement disqualifié. Et donc au final c'est ce qui s'est produit, sauf que ça a dégénéré juste après le match, parce que Bobby Lashley a porté ni plus ni moins dans l'ensemble du segment 3 Full Nelson à Riddle. Même que le deuxième et troisième Full Nelson, MVP a forcé Bobby Lashley à arrêter, sauf que Bobby Lashley s'est trouvé incontrôlable. Donc on voit clairement que la rivalité entre Riddle et Bobby Lashley va continuer, et pourquoi pas donc à Elimination Chamber, et qu'on ait, pourquoi pas, une stipulation entre Riddle et Bobby Lashley, notamment pour éviter à Bobby Lashley donc de se faire disqualifier dans le but de conserver son titre des États-Unis. Donc pourquoi pas un match sans disqualification ou tout simplement un match de soumission du fait que Riddle et Bobby Lashley ont tous les deux des prises de soumission dans leur palette de techniques. Et là, on va passer donc en coulisses avec le finaliste du Royal Rumble, Randy Orton, parce que oui, Randy Orton était finaliste au Royal Rumble. D'ailleurs, les finalistes sont ceux qui ont démarré le Royal Rumble, un fait qu'on n'a pas vu depuis 1999. Et donc, Randy Orton ne comprend pas Edge de le voir revenir après tout ce qu'il a subi. Il a subi des coups de chaise, il a subi des RKO, sa femme même a subi un RKO, il y a eu le triceps déchiré, mais Orton ne comprend pas pourquoi Edge y revient alors que ce dernier fait tout ce qu'il peut pour sauver son ami. Et au final, Randy Orton n'a qu'un seul objectif en tête, c'est d'empêcher Edge d'aller à WrestleMania et d'avoir son main event. Et donc, on nous annonce que Randy Orton et Edge vont s'affronter dans le main event de Raw. Et ce match sera la DRDR entre Edge et Randy Orton. Vous aurez mon avis personnel sur cette rivalité à la fin de cette review. Et donc, un tout petit peu plus tard dans la soirée, juste avant le main event, nous avons donc Edge, qui est lui-même en coulisses, et qui dit que tout simplement Randy Orton est un lâche. Parce que pour info, Orton et Edge ont effectivement démarré le match, mais surtout que Orton a été vite mis KO durant le match, et donc au final, Orton a passé tout le temps du Royal Rumble à l'infirmerie jusqu'à ce que Edge soit le dernier dans le ring, donc au final qu'il soit plus que 2. Et donc Edge rappelle ses faits, sauf que Orton a voulu jouer au lâche, mais ça s'est retourné contre lui, il s'est fait éliminer. Et donc Edge, il a son opportunité à WrestleMania, il va tout faire pour la préserver, car il n'a qu'un seul objectif en tête, c'est récupérer ce qu'il n'a jamais perdu. Parce que oui, Edge, quand il a annoncé sa retraite il y a 10 ans,
Edge était champion du monde poids lourd. Donc il était le champion, il a été obligé de rendre sa ceinture. Donc officiellement, il n'a jamais perdu son titre. Et là, franchement, c'est un segment que j'aime bien, honnêtement. Et là, on passe au deuxième match de la soirée. Xavier Woods accompagné de Kofi Kingston contre Mustafa Ali accompagné par ses sous-fifres de rétribution. Et donc, le match, on s'attendait peut-être à un remake de la semaine dernière, sauf que là, c'est totalement différent parce que Xavier Woods, il est pas tout seul, il est accompagné de Kofi Kingston. Donc, à tout moment, on allait supposer que ça allait partir d'un côté ou d'un autre, et bah c'est ce qui s'est produit. Car à un moment, Xavier Woods a voulu faire tomber et remporter le match contre Mustafa Ali, sauf que les gars de Rétribution sont intervenus donc pour casser le tomber, et donc Kofi Kingston s'est occupé de Rétribution à l'extérieur, et donc ce qui a entraîné une distraction de Mustafa Ali, et ce qui a permis donc à Xavier Woods de porter un roll-up pour le compte de 3. Et donc Xavier Woods bat Mustafa Ali. Bah personnellement, j'en ai marre de cette rivalité, de voir que New Day est quand même la meilleure équipe toute division confondue à la WWE et de les voir régresser à un niveau tel que Rétribution. Après, je suis peut-être d'accord que voilà, faut pas les envoyer directement pour les matchs de champions par équipe, mais les voir redescendre comme ça face à Rétribution, ça fait quand même très très mal. Donc j'espère sincèrement que WWE vont en finir une bonne fois pour toutes, qu'on ait au pire des cas un match 2 contre 2 à Raw la semaine prochaine et qu'on en termine avec cette rivalité parce que franchement j'en ai ras-le-bol. Et donc suite à cela, on passe au Miz TV Show animé par le Miz et John Morrison. Et leur invité n'est ni plus ni moins que le rappeur Bad Bunny. Bon, pour info, pourquoi nous avons ce segment, c'est parce que tout simplement Bad Bunny faisait partie donc du spectacle du Royal Rumble. Il faisait un clip donc Booker T et durant le match du Rumble, quand le Miz est venu, le Miz a détruit le matériel donc de Bad Bunny suite à une altercation qu'ils avaient eu en coulisses un peu plus tôt. Et donc au final, Bad Bunny n'a pas trop apprécié. Il a distrait le Miz et John Morrison. Et donc le nouveau venant de NXT, Damien Priest, a éliminé le Miz et Morrison. Et Bad Bunny a fait un crossbody à le Miz et John Morrison. Donc ce Miz TV Show donc est présenté comme comme une excuse. Voilà, le Miz et Bad Bunny donc présentent leurs excuses mutuelles. Et après le Miz propose donc un petit arrangement à Bad Bunny. Et donc que dit serait donc que le Miz et John Morrison entraînent Bad Bunny pour devenir une superstar de catch. Et en échange, Bad Bunny les aide à enregistrer un album. Et donc suite à une audition assez rapide, Bad Bunny a dit que vous êtes spéciaux mais vous arriverez pas dans la musique. Et donc après ça part dans tous les sens où le Miz il dit ah non je retire ce que j'ai dit, je présente plus mes excuses, etc. Et là, nous avons Bad Bunny qui explique pourquoi il est dans le Miz TV Show. C'est parce que tout simplement, un ami avait besoin d'être dans le Miz TV. Et là, tu te dis, ça pue. Et nous avons donc Damien Priest qui fait ses débuts à Raw dans le roster principal. D'ailleurs, mention honorable à Damien Priest au Royal Rumble que j'avais pas cité dans la review. Damien Priest est le recordman d'élimination de ce Royal Rumble avec 4 éliminations. Et donc, on a une altercation entre Miz, Morrison et Damien Priest, ce qui amène au prochain combat Damien Priest contre Miz. Et donc bien sûr nous avons John Morrison aux abords du ring et Bad Bunny sera dans l'équipe des commentateurs. Et donc le match il est bon jusqu'à un moment donné où le Miz est obligé de tricher, donc ordonne à John Morrison de distraire l'arbitre pour que ce dernier puisse prendre la mallette pour fracasser la face de Damien Priest. Mais nous avons Bad Bunny qui est là, donc Bad Bunny s'empare de la mallette et donc le Miz est distrait, ce qui permet donc à Damien Priest de porter sa prise de finition pour le compte de 3. Donc Damien Priest enregistre une énorme victoire pour ses débuts à Raw. Et franchement, personnellement, j'aime mieux ces débuts-là plutôt que les débuts qui étaient prévus pour Damien Priest. Parce que, pour information, Damien Priest faisait partie des catcheurs et catcheuses qui devaient passer dans le roster principal. Et à la base, Damien Priest devait aller dans le roster de SmackDown. Sauf que le problème, c'est que l'idée a été rejetée par Roman Reigns et Kevin Owens parce que Damien Priest devait être dans cette rivalité car Damien Priest devait être le meilleur ami de Kevin Owens. Et donc, Kevin Owens et Roman Reigns ont refusé parce que, d'un côté logique, la WWE nous a présenté le meilleur ami de Kevin Owens depuis des années comme étant Sami Zayn. Et donc, du jour au lendemain, avoir Damien Priest en tant que meilleur ami de Kevin Owens, ça arrête de pas faire fameux. Donc, avec des débuts comme ça, avec Bad Bunny, je trouve ça génial. Et franchement, j'espère sincèrement que Damien Priest ira loin à la WWE, dans le roster de Raw. Et d'ailleurs, juste avant le main event, nous avons donc Edge qui croise Damien Priest
et ce dernier félicite Damien Priest. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvé des années en arrière. Rappelez-vous, les débuts de John Cena après son match contre Kurt Angle, où tu avais le champion à l'époque de la WWE, Undertaker, qui avait félicité John Cena. Donc là, j'ai trouvé l'image mais identique de voir voilà un vétéran des rings, des vestiaires en la personne de Edge, avec un rookie comme Damien Priest qui le félicite. Je me dis mais bordel, vous êtes dans la semaine nostalgie WWE, c'est pas possible. Et là, donc, on passe au prochain match, dont Bobby Lashley avait défendu son titre, donc maintenant, on passe aux autres membres du Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander, accompagnés bien sûr de MVP, contre la Lucha House Party. Donc le match assez correct, donc bien sûr, dans l'interrogation de ce match, c'est à se demander si Cedric Alexander et Shelton Benjamin allaient travailler ensemble pour conserver les titres de Raw. Et bah, c'est arrivé à un moment donné, notamment à la fin du match, où Cedric Alexander allait porter son Lumberjack, sa prise de finition, mais Shelton Benjamin donc a fait le back tag et a utilisé sa prise de finition pour le compte de 3. Donc vainqueur est toujours champion par équipe, le Hurt Business. Mais là tu vois quand même des petites tensions parce que du fait que Cedric Alexander voulait terminer le match, sauf qu'au final c'est Shelton Benjamin qui lui a volé la victoire tout simplement. C'est Shelton Benjamin qui s'est récolté tout le mérite. Donc après je sais pas comment ça va se dérouler, parce qu'on voit que MVP parvient plus ou moins pour le moment à calmer les tensions entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin, sauf que j'ai pas du tout envie de voir Hurt Business se dissoudre. C'est le meilleur clan actuellement à la WWE, donc arrêtez. Ne nous détruisez pas des produits qui fonctionnent très bien WWE. Non, je veux plus ça. Bon, et là on passe au flop total de la soirée. Match féminin, triple menace par équipe pour déterminer les prochaines challengers. Parce que pour information, lors du kick-off du Royal Rumble, les anciennes championnes Charlotte Flair et Asuka ont donc perdu les titres face à Nia Jax et Shayna Baszler. Donc il fallait élire donc des nouvelles challengers, parce que il y a pas de rematch. Donc nous avons les anciennes championnes, si elles veulent devenir challenger, faut qu'elles gagnent le match. Nous avons naturellement Dana Brooke et Mandy Rose, voilà, c'est logique. Et là d'un coup nous avons une équipe voilà tout à fait nouvelle. Nous avons donc Naomi qui avait fait ses retours au Royal Rumble en numéro 2, et sa partenaire c'est Anna. Donc franchement j'ai pas du tout compris le sens de cette équipe, et là tu te dis elles vont pas gagner le match. Si tu suis au naturel, c'est Mandy Rose et Dana Brooke qui vont remporter le match. Ça va surtout pas être les championnes, parce que les anciennes championnes parce que ça pue que Lacey Evans va intervenir et coûter match à Charlotte Flair et Asuka. Donc pour moi le match il est plié d'avance. Et il y a eu des prédictions qui étaient vraies, parce que nous avons à un moment donné Lacey Evans qui intervient d'une certaine manière, voilà, qui vient distraire Charlotte Flair, alors que Charlotte Flair et Asuka allaient remporter le match. Et donc au final Charlotte Flair donc a laissé le tag à sa partenaire pour s'occuper de Lacey Evans. Donc au final Asuka s'est retrouvée toute seule. Et là, au final, Asuka étant distraite, elle s'est retournée, elle s'est pris le Wave of You, donc la prise de finition de Naomi pour le compte de 3. Donc victoire de Naomi et de Lana qui deviennent officiellement les challengers numéro 1 officiels au titre par équipe. Je sais pas quoi dire. Franchement, ça va vraiment dans tous les sens. Bon, d'un côté, il y a du bon point, parce que voilà, fallait séparer Asuka et Charlotte Flair de la division par équipe, parce que voilà, Charlotte Flair ça lui va pas la division par équipe, et Asuka parce qu'elle est championne de Raw, elle est censée voilà défendre son titre, représenter la division solo féminine à Raw, mais qu'au final le titre de championne de Raw, on s'en bat les couilles total quoi. Et franchement ça fait mal au cœur de voir ça, de voir que Asuka est une très bonne championne, mais qu'au final elle est reléguée à un tel niveau, ça fait très très mal. Et de voir Naomi et Lana remporter le match, bon pour Lana ça me paraît logique, parce que voilà, il y a une rivalité naissante depuis quelques temps entre Lana et Nia Jax. D'ailleurs Lana a fait l'exploit d'éliminer Nia Jax du Royal Rumble, mais voir Naomi ça fait un peu bizarre. Bon après WWE ils ont cherché vraiment des trucs à droite à gauche, mais j'aurais tellement voulu, pourquoi pas, voir Naomi affronter Asuka dans sa route vers WrestleMania. Mais là, pour moi, là, ce match, c'est un flop total. Et là, maintenant, on passe au prochain match. Match par équipe entre Jeff Hardy et un petit partenaire ministère que je vais vous dire. Il s'agit de Carlito. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Carlito a fait son retour au Royal Rumble. Et donc, beaucoup de gens se posaient la question, est-ce que le retour de Carlito au Royal Rumble était juste, voilà, pour le pay-per-view, ou tout simplement ça allait durer? Et ils affrontaient donc Elias et Jackson Ryker. Donc je vais aller vite. Le match donc
était vraiment là pour déjà donner du temps d'antenne et surtout qu'on ait eu le retour de Carlito à WoW. Et bien sûr, on a remarqué que l'entrée de Carlito, il n'y avait pas la pomme. Et d'ailleurs, Carlito, il a bien dit, il manque quelque chose. Et donc au final, le match n'est pas vraiment un match excellent. Mais qu'est-ce que ça a fait du bien de voir Carlito et Jeff Hardy travailler ensemble, de voir le combo backstabber de Carlito enchaîné au Sweat Tomb Bomb de Jeff Hardy pour le compte de 3. Et donc Jeff Hardy et Carlito remportent le match. Donc après, on peut se poser les questions, est-ce que le retour de Carlito est juste temporaire ou tout simplement Carlito a signé un contrat avec la WWE? Dites-moi en commentaire. Mais moi personnellement, j'espère sincèrement que Carlito a signé un contrat parce que Carlito de Génération Catch Attack, c'était génial. En plus, là, il est revenu, il y a une shape de bâtard en plus. Et en plus, pourquoi pas voir Carlito revenir dans les rivalités où il était, plus ou moins, pour le titre des États-Unis. Pourquoi pas un Carlito contre Bobby Lashley ou même Riddle pour le titre des États-Unis. Ça peut être très intéressant. Et là, on passe à l'avant-dernier match de la soirée, Nikki Cross contre Alexa Bliss. On voit clairement que le match, ça sert à mettre les pouvoirs d'Alexa Bliss en avant et vraiment en terminer avec l'amitié Nikki Cross Alexa Bliss. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, dès le début du match, Nikki Cross essaie de parler avec Alexa Bliss en disant mais pourquoi on en est arrivé là? On est les meilleurs amis, etc. Mais comme Alexa Bliss n'écoute pas, il dit ok, tu veux te bagarrer? Ok, on y va. Donc match assez simple, donc bien sûr fallait s'attendre à des effets de Alexa Bliss, c'est Alexa Bliss qu'on a en face, et donc à un moment donné, dont nous avons des effets de lumière, etc., des effets sonores, et d'un coup, Alexa Bliss se transforme en Alexa Bliss et la déesse, donc anciennement la meilleure amie de Nikki Cross, et aussi partenaire de Nikki Cross à l'époque où elles étaient championnes par équipe. Et donc le match continue, et encore à un moment donné, un nouveau twist, on se retrouve donc avec Alexa Bliss fofolle, un peu joyeuse de Firefly Funhouse, et elle porte un Sister Abigail, mais un Sister Abigail pas identique à celui de Bray Wyatt, parce que d'habitude Bray Wyatt tient son adversaire comme ça, et Alexa Bliss y a prise donc à revers pour le compte de 3. Donc Alexa Bliss remporte le match, et à noter qu'on a enchaîné aussitôt avec le main event, et donc Randy Orton et Alexa Bliss se sont croisés. Et dès qu'ils se sont croisés, Alexa Bliss a pas du tout lâché Randy Orton d'une semelle au niveau du regard. Donc ça supposait que Alexa Bliss pourrait intervenir lors du main event. Et donc, main event time entre Edge et Randy Orton. Donc c'est clair, c'était un match vraiment pour mettre Randy Orton en niveau de puissance, Edge qui avait du mal, etc. Parce qu'on voit clairement, Edge sort quand même d'un Royal Rumble de 58 minutes dans le ring, alors que Orton officiellement a aussi passé 58 minutes dans le ring, sauf que majoritairement Orton il a rien fait. Donc d'un côté Orton avait plus de fraîcheur que Edge, et à un moment donné quand Orton s'apprête à porter son RKO, nous avons Alexa Bliss qui apparaît au niveau d'un des poteaux de coin de ring, et là d'un coup nous avons donc un liquide noir, donc on peut supposer que c'est du sang qui coule de la bouche de Alexa Bliss, et donc ça a distrait Randy Orton. Et connaissant Edge qui est opportuniste ultime, et c'est pas pour rien, porte un spear sur Edge pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match Edge, et donc le show se termine donc avec une victoire de Edge. Donc mon avis par rapport à ce main event, pour moi personnellement, contexte, je suis très déçu. Parce que pour moi personnellement, ok, on avait beaucoup d'interrogations sur le troisième match entre Orton et Edge, mais le voir qu'ils ont remis à War, je trouve ça un peu décevant. J'avais une idée derrière la tête, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon idée. L'idée c'était de remettre la rivalité de Orton et Edge au goût du jour, pourquoi pas pour Elimination Chamber ou Fastlane, et qu'on aille au troisième match Orton contre Edge, sauf que Orton, fille comme il est, aurait proposé quelque chose à Edge. Et donc cette proposition, ça aurait été que Edge mette sa participation au main event de WrestleMania en jeu. Donc si Edge perdait, il n'y avait pas un main event WrestleMania. Et ne me dites pas que c'est pas possible. Orton a déjà gagné en 2006 un match contre Rey Mysterio, et Rey Mysterio avait mis son main event de WrestleMania en jeu, et Orton avait gagné. Donc ne me dites pas que c'est pas possible. Et donc au final, on aurait eu ce match soit à Elimination Chamber ou à Fastlane, et au final, durant le match, on aurait eu une intervention donc là qu'on a eu d'Alexa Bliss, ou pourquoi pas The Fiend, pour construire The Fiend Orton à WrestleMania, et finir en même temps la rivalité Edge et Orton, avec donc
naturellement une victoire de Edge. Donc, pour moi, je trouve ça un peu gênant de voir ça. Mais n'empêche, le match, voilà, ça a rappelé énormément de nostalgie. Et pour moi, tout ce segment autour de Drew McIntyre, de Edge, de Randy Orton pour WrestleMania, bah franchement pour moi c'est le top de la soirée. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc le thème de la prochaine vidéo, ce sera une vidéo unboxing, mais je vous laisse donc 4 petites surprises. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.